Bonsoir Jean-Pierre Guénaud. Bonsoir. Vous êtes historien, ancien secrétaire du Père Noël. Vous avez écrit ce livre, Cher Père Noël, c'est aux éditions Télémaque. Vous revenez sur les origines de ce personnage mythique il y a des siècles. Un Père Noël qui n'a pas toujours été le barbu ventripotent que l'on connaît aujourd'hui. Vous dites vous-même que c'est un personnage ambigu, fait d'ombre et de lumière. On va y revenir. Mais avant cela, d'abord, revenons sur ses origines. Où est-ce qu'il est né, ce Père Noël ? C'est un farfadet. Les origines viennent de cette divinité nordique comme Odin. Et puis petit à petit, Saint-Nicolas apparaît avec le christianisme. Mais dans les campagnes, il reste une sorte de bonhomme janvier. Il n'est pas identifié comme tel. Plutôt maigrichon, d'ailleurs. Plutôt maigrichon. C'est un véritable farfadet. Et puis le Père Noël va voyager. C'est ça qui est merveilleux, c'est qu'au XVIIe siècle, l'Europe est hostile pour tout un tas de gens et les gens ont envie de fuir l'Europe. L'Inquisition a déferlé, les conditions de vie sont dures, il n'y a pas beaucoup de liberté de penser. Et le Père Noël fait partie de ces migrantes et sans-papiers qui, au XVIIe siècle, traversent l'Atlantique avec beaucoup d'Allemands, beaucoup de gens d'Europe centrale. Et c'est à ce moment-là qu'il devient le personnage qu'on va connaître aujourd'hui en termes, en tout cas, de forme, c'est-à-dire un vieillard barbu, de rouge et de blanc. Ça va être progressif et nous devons ça à un ancêtre de Plantu qui s'appelle Thomas Nast. Thomas Nast, c'est un petit Berlinois qui, comme d'autres Irlandais, fait partie des fondateurs de Berlin. Et il est très irrité par ce qu'il voit, parce qu'il se rend compte que ces gens qui ont migré, qui ont fui l'Europe, sont beaucoup plus rigides encore que ce qu'ils ont fui. Ils arrivent aux États-Unis, ils ont éliminé les peaux rouges, ils se mettent à persécuter les Noirs, à exploiter les Noirs, les Asiatiques. Ça ne plaît pas du tout à Thomas Nast, qui va prendre parti pendant la guerre de sécession contre les esclavagistes, donc pour le Nord, et qui va très vite utiliser le Père Noël comme une arme. Puisque ces gens qui ont émigré sont devenus très rigides, un peu pisse-froids, très puritains, un peu effroyables, il va modeler le Père Noël, et c'est logique, c'est un petit Bavarois. Il va transformer le Père Noël, lui faire subir une cure XXL, et il va en faire ce personnage typique. Ce grand-père bavarois. C'est le grand-père bavarois, en fin de compte, qui est un peu ventripotent, bedonnant, barbu, qui ne boit pas que du lait, très certainement. C'est un bon vivant. Et à l'époque, est-ce que le lien est déjà fait avec les religions, avec le 24 décembre ? Non, c'est Santa Claus, c'est Saint-Nicolas, pendant très longtemps. Alors les Américains merchandisent tout. Mais contrairement à ce qu'on dit, c'est pas du tout Coca-Cola qui a eu la première. C'est vrai que c'est une légende urbaine. Le Père Noël Santa Claus a été merchandisé par tout un tas de marques, liées à l'écriture, liées à tout un tas de choses. Il y a une première marque de soda qui a préempté le Père Noël, c'était en 1915. Et vous dites que ce n'est pas Coca-Cola ? Ça n'est pas Coca-Cola. Coca-Cola n'intervient que 15 ans plus tard. Ginger Ale, donc c'est une marque de boisson. C'est une marque de soda. Citronnée. Le problème des marchands de soda est tout simple. On boit du soda l'été. Comment faire pour qu'on en boive 365 jours par an et l'hiver ? Eh bien, il suffit de préempter Saint-Nicolas. C'est ce qui s'est passé. Pour revenir sur le moment où le Père Noël représente Noël et fêté le 24 décembre, à quel moment cela arrive ? C'est venu tardivement. Les Américains ont essayé de réexporter le mythe en Europe. À chaque fois, lorsqu'ils interviennent dans nos conflits mondiaux, en 1917, lorsqu'ils arrivent dans les tranchées, ils essayent de réexporter le Père Noël. Ça ne va pas marcher avec les enfants. La greffe ne va prendre qu'avec les adultes. Et entre les deux guerres, c'est un peu balance ton porc. Le Père Noël va devenir un personnage très très ambigu qui va devenir le support publicitaire des alcools forts, des petites femmes légères et des gros cigares. Alors on va voir justement ces affiches à cette époque-là. Qui sont très étonnantes. Il y a un côté cuir-cravache, il y a un côté... C'est ça, voilà, on voit cette jeune femme qui est quand même dans la hotte d'un petit Père Noël qui la supporte. Il y a un côté vieux pervers. Alors Dieu merci, ça ne va pas rester comme ça. Ça ne va pas durer, on est dans les années 30 là. Deuxième piqûre de rappel, en 1944, sur les plages du débarquement. Là, la grève va prendre avec les enfants. Elle va tellement prendre qu'en 1951, l'Église voit rouge. C'est le gilet rouge, là, et l'Église ne l'aime pas du tout, parce que tant qu'il campait sur les terres de Saint-Nicolas, début décembre, il ne lui faisait pas de problème. Mais là, le Père Noël vient bêcher les plates-bandes de Jésus le 24 décembre au soir. Et en 1951, le 23 ou 24 décembre 1951, l'évêque de Dijon fait brûler
et pendre l'effigie du Père Noël sur le parvis de la cathédrale Sainte-Bénigne devant 200 enfants des catéchismes. Et à l'époque, vous dites, il y a un grand débat national, ça cristallise Avant ce grand toutes les débat, tensions. il se trouve que le maire de Dijon, à l'époque, c'est le chanoine Kir. C'est un autre ecclésiastique. Et on vient de lui faire un bébé dans le dos. Les médias commencent à être chauds. La nouvelle fait le tour de France en quelques heures. Et le lendemain matin, le chanoine Kir, maire de Dijon, est obligé de publier un démenti. Il montre le Père Noël sur les toits de Dijon en disant non, c'est faux. Tout va bien. Tout va bien, le Père Noël n'est pas mort. Et Je voulais revenir quand même sur les détracteurs et les défenseurs du Père Noël. Ça déclenche parmi les intellectuels. Une bagarre hallucinante entre intellectuels. C'est ça. Dans un camp, vous avez Barjavel, vous avez surtout François Mauriac. Alors, Mauriac fait partie des détracteurs du Père Noël avec Gilbert Cesbron. Dans l'autre camp, les défenseurs du Père Noël, vous trouvez Cocteau, vous trouvez Barjavel et Lévi-Strauss, qui fait spécialement sur le sujet un essai. Et alors c'est hallucinant parce que Cocteau publie un J'accuse dans le Figaro, un peu comme Zola pour l'affaire Dreyfus. Jean-Pierre Guénaud, au début de cette émission, je disais que vous aviez été le secrétaire du Père Noël. Vous avez supervisé des lettres de réponse d'enfants qui écrivent au Père Noël. Il faut savoir que la Poste a lancé cette idée il y a près de 60 ans, mais à l'époque avec une secrétaire très particulière. Françoise Dolto. C'est en 1962, le ministre des PTT à l'époque s'appelle Jacques Marette. Et qui est-il ? C'est le ministre, et il trouve tout à fait anormal que ces lettres partent dans les nuages. Donc il décide que le service public, qui est la Poste, va y répondre. Et il se trouve que Jacques Marette, c'est le frère de Françoise Marette, qui est devenue Françoise Dolto. Donc il demande à sa sœur d'être le premier secrétaire du Père Noël. C'est en 1962. Et puis ça n'a jamais arrêté depuis. J'ai fait partie des successeurs... Les plumes du Père Noël. Les plumes du Père Noël. Pendant 7 ans, j'ai été un des successeurs de Françoise Dolto. C'est un travail assez fascinant et très attachant. Je voulais revenir sur ces lettres que le Père Noël, que la Poste reçoit et qui s'adressent au Père Noël. Et vous dites, peu à peu, le Père Noël est devenu un Père Noël social. Il est en quelque sorte le psychanalyste des pauvres. Oui, et le confident des esseulés. Il y a 3 types de lettres. Il y a les lettres que les enfants, ils sont à peu près 1 200 000 chaque année, écrivent à titre individuel, essentiellement par voie postale. Il doit y avoir 100 000 lettres par mail maintenant, mais l'essentiel passe par l'écrit. C'est encore le cas cette année. Il y a chaque année aussi les classes. Certains professeurs des écoles utilisent ce sujet comme un sujet de travaux dirigés. Et puis il y a surtout, chaque année, quelques milliers d'adultes qui écrivent, qui n'ont pas de religion, et pour eux, c'est une sorte de bouteille à la mer. Ils écrivent surtout pour invoquer le Père Noël avec des causes désespérées, des maladies incurables, des maladies d'enfants. C'est très attachant. Je vous coupe parce que je voulais que vous nous disiez cette fameuse lettre envoyée par Sylviane. Elle a 80 ans, c'était en 2011. C'était en 2011, c'est un gilet jaune avant la lettre, Sylviane, qui s'adresse au gilet rouge, qui est le Père Noël, pour lui dire que les choses vont pas très bien parce qu'elle est très seule. « Cher Père Noël », lui dit-elle, « je t'écris pour te dire que cette année, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose pour mes petits-enfants parce qu'avec 600 € par mois, je ne m'en sors pas. De toute façon, mes petits-enfants, je ne les vois pas parce que mes enfants ne veulent pas que je les voie. Heureusement, dit-elle, pour conclure sa lettre, qu'il y a un peu de publicité, sinon, je n'aurai jamais le passage du facteur. » Ça, c'est typique. Et quand j'ai vu ce genre de lettre, eh bien, j'ai proposé au Père Noël de faire qu'il y ait un 3e type de réponse. La réponse tournée vers les enfants à titre individuel, la réponse tournée vers les classes, et puis aussi la réponse tournée vers les adultes, parce qu'il ne s'agit pas du tout de la même chose. Et alors justement, il y a des réponses types qui sont rédigées en amont et qui vont peut-être parfois être un peu personnalisées. Qui changent tous les ans et qui sont envoyées par une 60aine de lutins et de lutines. Où est-ce que ça se passe ? Ça se passe à Libourne. Libourne, 2 mois par an, est tournée vers le Père Noël. Près de Bordeaux. Voilà, près de Bordeaux. Et pendant 8 mois chaque année, Libourne, c'est le centre de recherche du courrier. Quand une lettre s'égare, en général parce que les gens se sont trompés sur l'adresse et ont omis de faire figurer leur adresse au verso de l'enveloppe, eh bien tout arrive à Libourne. Et là, il y a des gens qui cherchent et qui en général trouvent. Car vous savez que les facteurs sont assermentés. Ce sont les dignes facteurs du Père Noël. Ils n'ont pas le droit d'ouvrir le courrier. Là, c'est une exception. Eh bien, merci. Merci beaucoup, Jean-Pierre Guénaud, auteur de ce très beau livre, Cher Père Noël, aux éditions Télémac, voilà, que vous voyez à l'écran. Et puis, pour continuer sur notre élan, eh bien, je vous souhaite un bon réveillon à tous et de très belles fêtes. Tout de suite, c'est dans l'air avec Axel de Tarlé qui revient sur le bilan des 6 semaines de mobilisation des Gilets jaunes. Axel qui va revenir sur ce mouvement qui s'essouffle mais qui semble se radicaliser. Qui sont ceux qui restent sur les ronds-points ? Axel de Tarlé et ses invités répondent à toutes vos questions.